On leur fera très mal, mais on n'existera plus. On aura cessé d'exister. On sera chaleur et lumière. C'est ce genre de conneries qui nécessite encore une fois une presse indépendante pour que le public soit au courant de ce que, quand on nous parle de couple franco-allemand, c'est de la bullshit. Et que quand l'Allemagne nous dit ça serait bien d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité et le partager avec la France, c'est niette. Et quand on nous dit qu'il faudrait aussi partager l'arme atomique française, ben voilà les conséquences. Et enfin, quand on nous parle de désindustrialisation, de tertiaire, les conséquences que ça donne. Au passage aussi sur le vivre ensemble et l'immigration. On peut absorber de l'immigration quand on a des usines, il n'y a pas de problème. Parce que pour vivre ensemble, il faut travailler ensemble. C'est mieux. Voilà. Bien sûr. Et bon, on peut absorber de l'immigration subsaharienne ou maghrébine sans aucun problème quand on a de l'emploi. Mais on n'en a plus. Parce qu'on a vendu nos fleurons industriels. Alors vous allez dire, oui, on va faire venir de l'immigration pour des postes de cadre à la défense. Mais enfin, on n'en a pas suffisamment pour absorber. Donc ça a aussi des impacts sur la société française qui ne sont pas discutés dans la presse parce qu'ils sont caricaturés systématiquement comme éventuellement d'extrême droite ou d'extrême gauche ou que sais-je, mais pas d'extrême centre. Donc là, c'est pas de l'incompétence. Selon toi, c'est une machination. Mais alors, d'où ça? C'est quoi? C'est l'État profond? Non, mais il y a un intérêt très simple pour l'Union européenne que la France devienne une région. C'est tout. C'est Bruxelles, pas Bruxelles en tant que capitale des Belges. Extérieure, parce que ça dit Macron, en fait. Non, mais Macron veut rendre la France ingouvernable à l'intérieur pour mieux la gouverner de l'extérieur. Il le souhaite, il le désire. C'est ce qu'avait très bien expliqué Gaël Giraud, donc chercheur au CNRS, expert en finance et jésuite, chez Thinkerview. Il avait expliqué, en 82, Mitterrand nationalise la banque Rothschild. Bon, alors là, les Rothschild, s'il y a bien un truc qu'ils aiment pas, c'est qu'on nationalise leur banque. Napoléon a essayé à Naples, ça s'est très mal terminé. Et à l'époque, même les Rothschild avaient l'information de la victoire de Waterloo, victoire côté anglais, avant Londres. Donc ils ont fait une spéculation mais colossale sur les obligations britanniques parce qu'ils savaient 24 heures avant, par leur groupe qui allait devenir Havas, au passage, que Napoléon avait perdu la bataille de Waterloo. Donc les Rothschild, s'il y a bien un truc qu'ils aiment pas, c'est qu'on nationalise leur banque. Et Gaël Giraud dit, voilà, à ce moment-là, ils vont se créer une sorte de tueur à gage économique. Le terme est de John Perkins, qui a écrit un bouquin, Tueur à gage économique, où il expliquait comment il détruisait les économies de certains pays pour le compte de la CIA. C'est une méthode. Et ce tueur à gage économique, c'est Macron, en France. Et alors lui, il a liquidé la France. C'est la vente au rabais. D'ailleurs, il y a un rapport qui est apparu, un livre, c'est plus qu'un rapport, qui démontre que toutes les privatisations en France ont été faites sous les 60% de la valeur du bien. Autoroute de France, 60%, et 60% c'est le max, c'est quand la négociation était parfaite. 60% de la valeur du bien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est gavé de 40% de plus-value sur le dos des Français. Mais là, c'est le cas avec Exaïon. C'est le cas avec Exaïon, c'est le cas avec Alstom, c'est le cas avec Gemalto, c'est le cas avec Péchinet, c'est le cas avec ArcelorMittal, c'est le cas avec toutes les boîtes qui ont été liquidées en France pour une fraction de leur valeur. Eh bien, si on se reporte par exemple à l'excellent film d'Henri Verneuil, Le Président, mon agent Gabin, qui dit « Eh bien, ceux qui ont coûté 2 milliards à la France, ils devront en rendre des comptes. » C'est terminé, ça. C'est terminé, on peut coûter 2 milliards à la France. Le patron d'Alstom peut laisser un otage économique, à savoir M. Pierucci, c'est une histoire de fou. On a un cadre d'Alstom qui est inculpé par les Américains pour corruption, au titre de l'extraterritorialité du droit américain, parce que le dollar est utilisé dans une transaction. Donc, je rappelle le contexte, pareil, que Libération a la pudeur de ne pas trop nous expliciter. Eh bien, le contexte, c'est que les Américains considèrent que quiconque fait une transaction en dollars est assujetti au droit américain, ce qui est une violation patente de souveraineté, accessoirement. Comme il y a eu des transactions en dollars qui ont été faites parce que le dollar est la monnaie monde, si on veut acheter n'importe quelle matière première, il faut payer en dollars, on n'a pas le choix. Eh bien, Pierucci se retrouve inculpé par une procureure américaine de corruption. Il est maintenu en prison dans les circonstances les plus dures, avec ce qu'on appelle le diesel treatment, c'est-à-dire s'il coopère pas, à 5h du mat, on le réveille, il vient à peine de se faire des amis pour pas forcément se faire violer dans les douches par des sicarios nicaraguayens, et ben hop, on le change de prison. Voilà. Ça, c'est une violation des droits de l'homme d'après Amnesty International. Ils le font sans problème. Et le but, c'était de le faire flancher sur Alstom. Pierucci est resté presque 1 an en prison, même plus que ça d'ailleurs, en plusieurs fois, quoi. Pas 1 an d'affilée. Et il a dû mettre sa baraque en hypothèque. C'est un otage économique, c'est comme ça que ça s'appelle. Du coup, ça a permis de faire la vente d'Alstom pour une fraction de son prix. Et qui était donc, bien sûr, une perte de souveraineté. Qui s'y opposait? Montebourg. Montebourg a giclé de Bercy, parce qu'il s'y opposait. Qui on a mis à sa place? Macron, qui s'y opposait pas du tout.
Parlons maintenant, on a parlé de la souveraineté dégressive de la France, de la consanguinité avec les médias. Parlons maintenant du couple. Est-ce qu'il fragilise la France à l'international? Non, mais la succession de scandales et de mystères. La France, ça y est, maintenant c'est private joke là. On n'est plus pris au sérieux nulle part. Entre Macron qui dit d'un chef d'État africain il est parti réparer la clim. Non mais je rappelle que Sarko, parce qu'il avait dit l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire, s'était déjà pris le shitstorm du siècle. Et Chirac lui avait répondu: ah, écoutez, je ne sais pas, mais il me semble que l'homme africain est déjà rentré dans l'histoire, il y est même déjà rentré le premier. Parce qu'après tout, quand même, Homo sapiens sapiens, c'est en Afrique qu'il est apparu. Et là, on a Macron, alors, qui donc a créé le verbe macroner, aussi bien en Ukraine qu'en Russie. C'est du génie. C'est du génie. Moi, je veux bien être appelé clivant tant que je veux, mais ça, c'est plus du clivage, là. Là, c'est le prix Nobel de la fission nucléaire. Là, le type, il a séparé l'atome. C'est pas possible. Le mot macroner est utilisé aussi bien par les Russes que par les Ukrainiens. Donc, les Ukrainiens utilisent ce mot pour dire quelqu'un qui tient pas sa parole, et les Russes l'utilisent pour dire quelqu'un cause toujours. Le deuxième réseau diplomatique mondial il y a 10 ans, la France. Premier espace maritime au monde, 13 fuseaux horaires. Voilà où on en est. Derrière, on trouve rien de mieux que d'envoyer un ambassadeur LGBT au Cameroun. Je sais pas, il n'y a pas d'autre priorité pour l'Afrique? Il n'y a pas de problème, hein, mais est-ce que c'est vraiment ça que la France veut représenter en Afrique en tout cas? Mais les droits LGBT, on peut en parler tant qu'on veut, on fait tout ce qu'il faut pour en France, on est un pays très tolérant, mais est-ce que l'image qu'on veut envoyer aux Africains, c'est, attendez, il y a la malaria, il y a le sida, il y a l'Ebola, il y a la guerre civile, il y a les raids de Boko Haram. Non, nous finalement, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de vous faire la leçon, parce que c'est comme ça que c'est perçu. Ah oui, mais c'est l'Occident qui passe son temps à faire la leçon. À l'Orient, à l'Afrique, parce qu'on veut leur imposer notre mode de pensée. Ils ont des gamins qui crèvent la bouche ouverte de la malaria, et on leur dit non, mais d'abord, on va commencer par vous parler de la Gay Pride. Ça va pas. Oui, les Africains, ils comprennent pas ça. Et donc, notre réseau diplomatique, c'est puis en plus, le wokisme, on peut en parler 5 minutes, c'est une escroquerie. Absolument totale. Les années 80 avaient quasiment éradiqué le racisme aux États-Unis, en particulier culturel. Parce que le racisme culturel est le premier, le plus important. Exemple, Forest Whitaker, il n'a pas attendu le wokisme pour jouer l'équivalent d'Alain Delon dans Le Samouraï de Melville, à savoir Ghost Dog de Jim Jarmusch. Donc Jim Jarmusch, il fait un remake du Samouraï de Melville avec Alain Delon, icône de la droite quand même, il faut le dire. Il met un noir. Il n'a pas attendu le wokisme pour faire ça. Et le mec, il crève l'écran. Il méritait un Oscar. Je rappelle aussi que dans The Shawshank Redemption, qui est régulièrement cité par l'Internet Movie Database comme un des meilleurs films de tous les temps, on a un personnage irlandais qui s'appelle Red. C'est un noir qui le joue, c'est Morgan Freeman. Pourquoi il le joue? Pas par wokisme, parce que c'est un très bon acteur et qu'il équilibre extrêmement bien le jeu de Tim Robbins en face. Oui, donc tu veux dire, il y a 20 ans, il y a des grandes stars africaines. Il n'a pas attendu le wokisme pour émanciper les Noirs aux États-Unis. Et Martin Luther King, il n'était pas wokiste, donc c'est même une insulte à Malcolm X, à Martin Luther King, à Rosa Parks, que d'inventer cette espèce de succès d'année commercial, parce qu'il y a des fortunes qui se sont faites dessus, pour des gens qui ont fait une vraie lutte pour les droits civiques. Encore une fois, à savoir Sidney Poitier, Rosa Parks, Martin Luther King Jr. et bien sûr donc Malcolm X et Mohamed Ali accessoirement qui était pas tellement woke non plus. Bon. Donc en fait on a deux grands courants de pensée dans l'Occident. Il y a le wokisme et maintenant on voit une montée de discours qui vont créer une haine. Tu vois, Charlie Kirk par exemple, ouais. Pardon, là on va couper. L'Ukrainienne qui a été tuée. Irina Zalutska. Voilà, qui a été complètement instrumentalisée par des médias qui, eux, veulent créer une scission sociale, créer la haine raciale. Comme je disais, j'ai fait une vidéo dessus. Le cas Irina Zalutska, je le connais sur le bout des doigts. On a vraiment les conséquences d'une intoxication avec un racisme. C'est-à-dire, on a un schizophrène qui ne devrait pas être là. Je prends pas sa défense, mais il est schizo, c'est un fait. Oui. Bon, est-ce qu'il va avoir la peine de mort ou pas? On verra, mais en tout cas, il est schizophrène. Apparemment, ça a été demandé par Trump. Oui, mais Trump, il demande ce qu'il veut parce qu'il fait de la politique, mais c'est pas lui qui plaide, c'est pas lui le procureur, donc voilà, il dit « je veux
Après, si c'est un procureur républicain, il y a de fortes chances qu'il requiert ou qu'elle requiert la peine capitale. Mais bon, on a des tueurs en série qui n'ont pas eu la peine capitale parce qu'ils ont obtenu des deals, mais lui, De Carlos de Juan Brown, il pourra pas. C'est comme ça qu'il s'appelle, De Carlos de Juan Brown. De Carlos de Juan Brown, il est schizo. Et il se retrouve il est schizo et multirécidiviste, 14 condamnations. Et des condamnations graves, hein. Avec des violences aggravées, avec des tentatives de meurtre, des braquages, détention illégale d'armes à feu, et puis un petit excès de vitesse à la fin, voilà, pour parachever. Il a rien à foutre là. Soit il est en hôpital psy, soit il est en tôle. Bon. Il a été libéré par une juge qui avait un conflit d'intérêt majeur puisqu'elle était financée par des ONG qui touchaient des subventions quand elle libérait des multirécidivistes. C'est un problème. Ça, c'est un conflit d'intérêt. Dans ce cas-là, sa campagne est financée par des ONG qui ont des intérêts patents à faire libérer des multirécidivistes. Or, le contrat social, c'est quand même la base. On doit pouvoir prendre les transports en commun sans risquer de se faire buter. Enfin, ça va. Je pense que c'est pas l'extrême droite de dire ça. Normalement, on doit pouvoir monter dans un métro sans se faire poignarder. Et Irina Zalewska, elle se fait poignarder gratos, égorgée. Alors là, pareil, hein, la titraille de CNN qui nous met comment le parcours d'un habitant de Charlotte et d'une réfugiée ukrainienne a culminé en un poignardage. Comment ça? Mais c'est pas Forrest Gump, là. Le mec, il l'a égorgé, point. C'est ça qu'il faut écrire, c'est de la presse. Il l'a égorgé, on voit les photos, c'est du sang artériel, c'est rouge. Bon, il lui a ouvert la carotide, précisément. Et tu penses qu'en France, justement, la France va être atteinte de ce mal-là? Elle l'est déjà. Enfin, je veux dire, on voit qu'il y a aujourd'hui des lobbies qui veulent faire inventer de grandes causes nationales en lieu et place de choses beaucoup plus importantes. Donc, et on voit aujourd'hui aussi que les tensions communautaires sont attisées au maximum. On invente des termes et même cette petite musique, tous les blancs sont racistes. Je l'entends de plus en plus en France. Je l'ai pas entendu avant. Alors que bon, la France, il faut avoir voyagé pour voir. Je suis bien placé pour le savoir. Je suis racisé, même si je déteste ce terme. Non, des pays vraiment racistes, faut penser à la Chine, faut penser au Japon, faut penser à la Corée. C'est pas qu'ils sont racistes par culture, mais c'est que quand on a si peu d'immigrés, on est choqué de voir la moindre personne d'une couleur de peau différente. Oui. Et en France, et même eux le disent, enfin, il suffit de voir ce qu'écrivent les Chinois sur Tencent, ou ce qu'écrivent les Japonais sur les réseaux, ou bien les Coréens sur Kakao Talk, quand ils visitent Paris. Voilà. Bon, si nous on écrivait ça, si des Français écrivaient ça, ils seraient incorrectionnels. Donc, non, la France, c'est pas un pays raciste. Les gens racisés sont de plus en plus stigmatisés et on voit de plus en plus émerger, les médias en parlent de plus en plus de racisme anti-blanc aussi. Là, le coup à partir du moment où on dit tous les blancs sont racistes, c'est du racisme anti-blanc. Bien sûr. C'est juger les gens, dans la définition de Martin Luther King, c'est juger les gens pour leur couleur de peau et non pour leur caractère. Toutes les communautés se sentent en ce moment discriminées. On essaie de créer une guerre, en effet, entre différentes communautés et j'ai l'impression que ça fonctionne très très bien, oui. Et les dernières dates, c'est la dernière cérémonie des JO où c'était justement le profil, je dirais, classique d'antan, famille blanche, classique, hétérosexuelle, qui eux se sentaient discriminés parce que pas représentés à l'écran. Oui, et puis même il y a eu ce clivage sur une cérémonie qui était quand même d'un certain mauvais goût et qui représentait une volonté d'évangéliser. Enfin, il y avait une volonté politique de faire un statement, quoi. Qui à minima aurait dû être placé devant un vote ou devant une décision collective, parce que bon, c'est les Jeux Olympiques, c'est pas un moment d'évangélisation particulier pour une cause particulière ou une esthétique particulière. Surtout vu le prix qu'elle a coûté. Enfin, de toute façon, les Jeux Olympiques, ça, je renvoie aux travaux de mon confrère Romain Molina, qui est le spécialiste sur la corruption du Comité Olympique International. Et les contrats léonins qu'il impose aux villes hôtes, les fameux contrats de villes hôtes pour héberger les Jeux Olympiques, le CIO, c'est exceptionnel. Enfin, j'en parlerai à Karim Bouamran qui est censé venir aussi, et lui qui était au comité des JO aussi. De toute façon, rien que le nettoyage de la Seine, ça aurait dû donner lieu à une enquête anticorruption 1,4 milliard. Donc 1,4 milliard, ça fait entre 5 et 10 hôpitaux. Donc on a dépensé entre 5 et 10 hôpitaux, des bons hôpitaux. À l'IHU de Marseille, ça a coûté 200. Donc et voilà, 5, ça ferait 10. Donc ça ferait, là en l'occurrence, ça ferait 7 IHU de Marseille. Qui est juste le centre de référence pour les épidémies en Europe. Qu'on aime Didier Raoult ou pas, c'est un fait, c'était le plus cité.
Même, de toute façon, même les soviétiques à l'époque, avant l'IHU, avaient convoqué Didier Raoult pour une épidémie à Astrakhan. Donc, 7 fois ça, pour une scène qui est pas baignable. Et ce qu'il faut dire, c'est le rayonnement de la France, c'est le rayonnement de Paris. Oui, mais c'est déjà oublié. De toute façon, ça a créé un scandale international, c'est un fait. Il suffit de regarder les médias. Et il y a eu même des demandes de réparation, il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Enfin, ça n'a pas du tout fait rayonner Paris de ce point de vue-là. On aurait pu croire finalement que ça sert à Rachida Dati, le fait qu'il y a un désamour profond d'Hidalgo et de tout ce qui a été fait. Mais finalement, ça ne lui sert pas non plus. Mais alors, Hidalgo, c'est aussi un sujet en soi. Là, dernièrement, viennent d'exploser le scandale de ses dépenses somptuaires avec la mairie de Paris. Bon. C'était hier, je voyais Voyage à New York. Voyage à New York, manteau Dior, Blue Dior, Burberry. Il y en a au total pour 120 000 euros. Ouais. Non, mais là, faut replacer les choses dans leur contexte. Mais t'es patron de PME, tu t'achètes un ordinateur avec l'argent de ta boîte. Oui. Bracelet. Si tu tombes sur un proc un peu vénère, bracelet. Ah non, mais je connais très bien le cas de quelqu'un qui avait donné une Clio d'occasion de la boîte dont la valeur à l'Argus devait être représentée 2000 euros à son assistante. Bracelet. Les contrôles fiscaux pour des tickets McDo. Voilà. Donc, abus de biens sociaux, pénal, bracelet. Oui. Donc, le type a pris du bracelet, c'est-à-dire une peine aménagée concrètement, du ferme avec un casier judiciaire, parce qu'il a laissé une Clio d'occasion dont la valeur à l'Argus était 2000 euros à son assistante. Et c'est sa boîte, c'est son argent. Mais c'est très cohérent avec... C'est pas l'argent du contribuable. Avec l'enveloppe noire des députés, où ils ont plusieurs milliers d'euros par mois qui ne sont pas... on en revient au journalisme citoyen. Quand on a d'un côté... Est-ce que c'est Léa Salamé qui va parler de ça? Bien sûr que non. Glucksmann est dans le même parti qu'Hidalgo. Aucune chance. Le PS, c'est un appareil, c'est quand même quelque chose. Donc, il a besoin de cet appareil et Hidalgo tient une partie de cet appareil. Donc, à quel moment la compagne de Glucksmann va aller ouvrir le JT sur ce qui serait un scandale? Je veux dire, dans les pays scandinaves, tu prends ta carte bleue du ministère pour avancer l'argent d'un samplon 95 dans le Jutland un vendredi et tu rembourses lundi, t'es viré. T'es viré, tu fais ça, t'as avancé l'argent, tu rembourses lundi, t'es viré. Parce que, culturellement, le simple fait que t'aies eu l'idée saugrenue de prendre une carte du public pour avancer l'argent de ton plein, parce que t'avais pas ta carte avec toi, parce que whatever, c'est terminé, on peut pas te faire confiance. Et là, t'as Hidalgo qui prend de l'argent de la mairie pour s'acheter. Encore une fois, si tu fais ce qu'elle a fait elle avec ta boîte, bracelet électronique direct. Mais c'est comme après Bayrou, je ne sais plus si c'est avéré, mais il y a eu le scandale où la même semaine où il a demandé aux Français... Ah oui, rénovation de la mairie Spo, 40 000 balles. C'est pour et puis le siège de Gérard Larcher, 45 000 balles aussi, voilà. Tranquille. Et vraiment là, on voit ce que c'est qu'une république bananière, c'est-à-dire, ils s'en foutent, c'est l'impunité la plus totale. De temps en temps, il y en a qui